Merci d'avoir choisi Viva, bonsoir à tous et également bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Au sommaire dans cette édition, dans l'actualité politique, le parti au pouvoir HVN tente de gagner le cœur des familles des quartiers défavorisés pour conquérir les communales. Pure manœuvre politique condamnée par les sociétés civiles. Avis aux 26 902 candidats du CEPE de la capitale. Les résultats sont prévus pour ce samedi qui vient. Les corrections ont été finalisées aujourd'hui. Sur la scène internationale, il y a le Proche-Orient. L'Israël appelle les habitants de Gaza à évacuer leur domicile. La région se prépare à une nouvelle escalade. Des détails dans ce journal. Et enfin, et non le moindre, Julien Lepers, le célèbre présentateur des questions pour un champion, de passage à Madagascar. Il sera le parrain du prochain festival des baleines de Sainte-Marie. On en parlera également dans cette édition. Pour entamer ce journal, souvenez-vous, nous avons parlé hier des manifestations des étudiants du campus universitaire de Wondwurm. Eh bien, aujourd'hui, de nouvelles manifestations et de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants. Ces derniers qui, rappelons, revendiquent entre autres une hausse de 100% des bourses et des équipements. Et nous allons rester à Wondwurm, les étudiants vivant dans le dénuement, voire même la misère, raison des manifestations qui ont déjà duré plus de 2 jours. Ils revendiquent alors de meilleures conditions de vie. Nos collègues Zouramianchou et Nzaranjiantsou ont suivi de près le quotidien d'un des étudiants du campus de Wondwurm dans ce reportage. Menjk est parmi les étudiants qui résident dans le campus universitaire de Wondwurm. À 18 ans, elle est en 2e année de cursus en génie industriel. Depuis l'adoption du système LMD, les dépenses destinées aux diverses documentations deviennent de plus en plus considérables pour elle. Je rencontre surtout des problèmes financiers car le système LMD nécessite beaucoup de recherches à faire. Pour ces recherches, nous avons besoin de connexions Internet, en plus des photocopies, des polycopies, ce qui coûte dans les 5 000 arrières par semaine. Elle ne perçoit que 27 500 arrières de bourse par mois. En habitant le campus gratuitement, les dépenses quotidiennes sont quelque peu minimes, mais les sommes déboursées pour les études sont colossales. Mais heureusement, ses parents sont encore là pour l'aider financièrement. Puisque les bourses arrivent souvent en retard, en plus d'être insuffisants, je demande de l'aide à mes parents. Dans ces cas-là, ils m'envoient dans les 40 000 arrières au maximum. Je m'en sers aussi pour me soigner en cas de soucis de santé. Comme Menjk, les étudiants du campus vivent dans le dénuement, voire même la misère. Outre les dépenses estudiantines, Menjk destine 2000 arrières aux dépenses personnelles si le repas est cotisé entre colocataires. Nous sommes 3 à cohabiter ici. Tous les jours, nous cotisons 2000 arrières chacune pour nous acheter à manger. Pourtant, Menjk n'est qu'en 2e année. Elle n'est pas prête de quitter le campus avant plusieurs années. En attendant de décrocher son diplôme, elle espère vivre dans de meilleures conditions. Faute de temps, les étudiants comme Menjk ne peuvent recourir au petit boulot pour mieux gagner leur vie. Et ces étudiants du campus de Wondwurm sont tout à fait dans leurs droits en manifestant leur colère et leurs insatisfactions. Toutefois, ils doivent respecter l'ordre public, raison de quoi les forces de l'ordre ont dû intervenir ces 2 derniers jours. Tels étaient les dires des responsables au niveau de la gendarmerie nationale aujourd'hui face à la presse. Mais sur une toute autre forme d'actualité, les résultats du CEPE sont prévus pour ce samedi qui vient. Le suspense durera donc encore quelques jours pour les 26 902 candidats de la capitale. Les corrections ont été finalisées aujourd'hui même pour la plupart des enseignants correcteurs. Un reportage de Tofra Kutavuni sur les images d'Yves Janel.
CEG de Simbazaz. Ici, il ne reste plus que 3 matières à corriger. Les correcteurs sont en plein travail dans cette salle. Les feuilles de copie de l'épreuve problème sont corrigées ici. D'après les correcteurs, les résultats sont meilleurs comparés à ceux de 2013. La meilleure note atteint carrément les 40 sur 40 et la note la plus basse 18 sur 40. Après correction, les feuilles de copie atterrissent dans cette salle. C'est ici que les noms des candidats sont triés en fonction des notes obtenues. Tenez par exemple ce que ce monsieur est en train de faire. L'entête de la feuille est fermée comme ceci, mais ici, elle est ouverte. C'est ce que l'on appelle dépouillement et c'est ce que l'on fait dans cette salle. Les feuilles de copie sont regroupées par groupe de 100 avant d'être transférées à Mamassen. Le niveau des candidats a haussé comparé à celui de ceux de l'année dernière selon les dires du directeur de ce CEG de Simbazaz. Les candidats sont apparemment plus doués cette année comparé à ceux de 2013, à en juger par les transcriptions des feuilles de copie déjà corrigées jusqu'alors. Toutes les feuilles de copie, une fois corrigées, devront être présentées au siège de l'INFP à Mamassen, au plus tard demain dans l'après-midi. Les candidats auront encore 3 jours pour décompresser après les épreuves d'hier, car les résultats ne seront publiés que ce samedi. Un mot en politique. Le parti au pouvoir ne trône pas encore sur des bases politiques solides. C'est pourquoi l'HVM a peur de faire face au communal et essaie d'assurer ses arrières avec des manœuvres politiques plus qu'évidentes en se servant des familles des quartiers défavorisés de la capitale. Toujours un reportage de Torrekun Javouni. Mamassen, ces nombreuses chaises vides suffisent à prouver qu'Antananarive n'a pas confiance en l'HVM, ce parti au pouvoir dont la majeure partie des membres compose le gouvernement Kool-Roger. Une réalité que l'HVM tente de dissimuler derrière des semblants d'intérêt pour le petit peuple dans le projet IMO pour venir en aide aux familles en difficulté habitant les quartiers les plus défavorisés de la capitale. Certains politiciens dénoncent une manœuvre politique visant les communales, un calcul politique dont le président national du parti, aussi ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire, en est le cerveau. C'est vraiment étrange qu'ils tentent de résoudre des problèmes sociaux à ce niveau-là. IMO de leur part, c'est assez ridicule. Ce n'est pas dans leur attribution de faire ça. D'un autre côté, il y a les futures élections communales tant attendues pour expliquer ce geste. Une manœuvre politique ayant pour principal objectif conquérir les voix du petit peuple aux prochaines communales. Un acte inadmissible d'après les sociétés civiles comme le Afari Malagas, veillant sur le bien-être des plus démunis. C'est inacceptable, car c'est à nous de faire ça. Ils sont en train de jouer nos rôles à notre place. Si l'État veut aider les familles des quartiers défavorisés, ils doivent nous consulter sur le projet et aussi financer le projet. L'État ne doit pas intervenir dans les affaires des sociétés civiles. Il doit juste les aider et soutenir dans les manœuvres sociales. Il y a des limites claires et nettes entre le rôle de l'État et ceux des sociétés civiles. Ce projet de l'HVM se veut, paraît-il, de faciliter les quotidiens des familles défavorisées. Il compte offrir 3 milliards à chacune des personnes en échange des main-d'œuvre aux travaux d'assainissement de certains recoins de la capitale, mais surtout 3 milliards de prix à payer pour faire partie du HVM, d'après les bruits qui courent dans les Fouktan concernés par le projet IMO. Fin de ce chapitre politique, mais le ministère malgache du tourisme adopte une nouvelle stratégie pour atteindre les 1 million de venues touristiques à Madagascar en l'an 2020. Stratégie se focalisant sur 7 points essentiels, dont entre autres développer davantage le tourisme culturel. Marna Twinjav, Yves Janel. 3 fois plus que les venues touristiques de 2008, année de l'incroyable essor du tourisme à Madagascar,
objectif du ministère du Tourisme pour les 5 années à venir. Pour ce faire, une stratégie se focalisant sur 7 points essentiels, dont entre autres le développement du tourisme culturel est au menu. Montrer les potentialités de Madagascar et effectivement nous sommes riches si nous voyons tous ces sites qui existent à Madagascar et qui n'attendent qu'à être développés. Nous avons des sites culturels récemment inaugurés par monsieur le ministre du Tourisme à Nosibé, un village donc de Mardouk, pour n'en citer que ce village de Mardouk, qui effectivement a commencé donc à se mettre en place et se mettre en œuvre. Voici Mardouk, ce village dont elle parle, situé à 15 km du centre de Nosibé. Outre les richesses naturelles, ce village est aussi connu pour son histoire. Fahed, natif de Mardouk, va nous faire découvrir le cœur du village. Bienvenue à Mardouk, première ville de Nosibé. Les Sakalaves ne sont plus seuls à habiter Mardouk. Plusieurs étrangers habitent également le village. La majeure partie d'entre eux sont entrés par cet ancien port, devenu aujourd'hui une piscine pour les enfants. Ici, nous sommes au premier port de Nosibé. Les Indiens et Arabes qui ont vécu ici sont entrés sur le territoire par cet ancien port. Des étrangers qui n'ont pas seulement apporté avec eux la civilisation et la mondialisation, mais aussi une grande diversité culturelle, à en juger par les nombreux mosquées bâties à Mardouk. Et puisque l'on parle de tourisme, le ministère malgache du tourisme, l'ONTM et les habitants de l'île Sainte-Marie concoctent donc le Festival des baleines prévu pour 2015, plus exactement du 2 au 12 juillet. Une édition exceptionnelle parrainée par le célèbre Julien Lepers. Bon, voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, je suis tombé amoureux de cette belle île, l'île Sainte-Marie, dont on parlera maintenant beaucoup plus à la télévision. Et j'ai accepté le parrainage de cette grande opération, de cet événement qui va vous être présenté maintenant, le Festival des baleines qui aura lieu dans 1 an. Mais en plus du froid hivernal, les averses sur la capitale ces 2 derniers jours ont fait sortir, en plus des manteaux, les parapluies. Les Tananariviens se plaignent. Le froid devient insupportable avec toutes ces averses. Anassou et Nzaranjiansou. Et dans l'actualité internationale, il y a le Proche-Orient. Aujourd'hui, 9e jour de l'opération Bordure de protection marquée ce matin par l'appel massif d'Israël aux habitants de Gaza à évacuer leur domicile. La trêve ayant été rejetée par le Hamas, la région se prépare à une nouvelle escalade. Détail en images avec France 24. L'aviation israélienne largue des tracts. Ce mercredi matin, ce sont plus de 100 000 civils qui sont ainsi incités à quitter les villes de Betlaïa, Choujaya et Zetoun, ce qui annonce une importante opération à venir. Dans la matinée et dans la nuit, des raids ont déjà visé des tunnels, des sites de fabrication de drones et de roquettes et les maisons de hauts responsables du Hamas et du djihad islamique. En Israël, les sirènes retentissent de nouveau. Dans la matinée, c'est Tel Aviv qui est visée. 4 roquettes sont interceptées par le bouclier antimissile. La soirée mardi a été marquée par la mort d'un premier civil israélien. Grièvement blessé par un tir de mortier près du point de passage d'Erez, il a succombé en arrivant à l'hôpital. Pourtant, mardi matin, le gouvernement israélien avait accepté une trêve et cessé tout raid pendant 6 heures. 6 heures durant lesquelles des dizaines de roquettes ont continué d'être envoyées par le Hamas sur le territoire israélien. En milieu d'après-midi, le Premier ministre a demandé à son état-major d'intensifier les opérations. Il aurait été préférable de résoudre cela par la diplomatie. C'est ce qu'on a essayé de faire en acceptant le cessez-le-feu proposé par l'Égypte, mais le Hamas ne nous laisse pas d'autre choix que d'étendre et de renforcer notre guerre contre lui. Pourtant, l'Égypte n'a pas abandonné l'idée d'obtenir une vraie trêve. Plusieurs personnalités, dont le président palestinien, sont au Caire pour négocier. Et donc, face à ces conflits accablant le Proche-Orient, une lueur d'espoir d'y mettre un terme viendrait peut-être du Mali, où les premières négociations de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord ont débuté aujourd'hui, après l'échange de prisonniers d'hier soir à Bamako. Toujours un reportage de France 24. Sur le tarmac, le Premier ministre malien Moussa Mara les attend de pied ferme. Devant lui, les 45 militaires et policiers maliens capturés fin mai à Kidal sont échangés
contre 41 combattants touaregs du nord du pays. Un geste de bonne volonté de part et d'autre en vue des négociations de paix qui s'ouvrent à Alger entre les autorités maliennes et les groupes armés du nord du Mali qu'ils nomment l'Azawad. Ces discussions sont les premières à rassembler l'ensemble des parties prenantes au conflit et notamment les hommes du MNLA, la rébellion touareg, à l'exclusion toutefois des groupes djihadistes qui ont occupé le nord du Mali pendant plusieurs mois. Dans les négociations, le gouvernement malien a déjà tracé la ligne rouge à ne pas franchir, la mise en cause de l'intégrité territoriale du pays et la laïcité de l'État. De son côté, la rébellion touareg réclame sinon l'autonomie, du moins un statut particulier. Malgré le cessez-le-feu, les tensions persistent dans le nord-est du pays. Depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier, les groupes armés poursuivent leurs actions meurtrières dans le nord du pays. En mai, les combats contre l'armée malienne ont duré plusieurs jours à Kidal, tuant une 50aine de soldats dans les affrontements. Mais si Mali est en de bonne voie, ce n'est pas le cas de l'Ukraine, une autre zone de conflit, outre le Proche-Orient. En Ukraine donc, échec du dialogue avec les séparatistes pro-russes. Alors les combats continuent. Hier, la ville de Snizhne, entre Donetsk et Lugansk, a été victime d'une attaque aérienne, tuant plus de 11 personnes. France 24. De l'immeuble de 4 étages, il ne reste qu'un champ de ruines. D'après la mairie de la ville, des missiles auraient été lancés sur cette zone résidentielle. Les dégâts humains et matériels sont considérables. La plupart des habitants ont été surpris dans leur sommeil. Ils sont sous le choc. Je suis sortie de ma maison et je me suis dirigée vers celle d'à côté. Puis j'ai entendu ce bruit terrifiant. Il y a eu une énorme explosion. J'ai immédiatement commencé à courir et j'ai vu mes voisins qui viennent de s'installer ici. Le mari a crié « Mon enfant était là !» Il y avait tellement de fumée partout. Dans cette ville tenue par les séparatistes pro-russes, certains habitants accusent Kiev. Ils affirment avoir aperçu un avion portant les couleurs du drapeau ukrainien. Mais Kiev nie en bloc. Selon le porte-parole du Conseil de défense, aucun avion militaire n'était de sortie au moment de l'attaque. Il promet l'ouverture d'une enquête. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure comme d'habitude. Et n'oubliez pas, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.